va commencer, on va aller petit à petit, dans le vif du sujet et ma première question, ça va être, quelles sont les causes pour lesquelles tu milites? Pourquoi tu te bats, aujourd'hui? Alors, pourquoi je me bats aujourd'hui? Déjà pour, une, égalité, une, éthique, pour, une écologie qui serait, globale, qui prendrait, énormément de facteurs en compte, puisque c'est pas, tout comme on a une culture de la, monoculture justement, de séquentialisation, je ne sais pas si ça se dit, mais de mettre chaque chose dans une petite case, alors que tout doit communiquer. Disons que le plus important, ce serait voilà, de prendre conscience qu'il y a une visibilité globale à avoir pour bien comprendre la base en fait. C'est comme, voilà, je vais prendre un parallèle avec mon métier. Donc, quand on construit une maison, il faut vraiment des bases solides, des piliers solides, sans quoi tout s'écroule. Et on n'arrive pas seulement à un effondrement systémique, mais un effondrement environnemental. Donc, du coup, pour bien comprendre tout ça, il faut comprendre l'enjeu de chaque pilier qui ferait que qu'on court aujourd'hui à la catastrophe, en fait. Pas seulement pour nous en tant qu'êtres humains occidentaux, mais en tant qu'êtres vivants d'abord et à cause de ce que nos prédécesseurs ont fait, qu'on continue de faire dans les sociétés occidentales, capitalistes, etc. On bascule et on emporte tout le monde avec nous. Et c'est ça qui est terrible en fait. C'est ça qui est ultra injuste et inégal, puisque les premiers touchés, ce sont les personnes qui sont exploitées dans des pays qui sont voilà, esclavagisés pour notre petit confort d'occidentaux. Et c'est ça qui est pour moi le plus gros levier la chose la plus importante à faire percuter en fait dans nos esprits. Sortir vraiment de cette espèce d'anthropocène, capitalocène et aller vers plus voilà, comment, maintenant qu'on sait, comment on fait en sorte que ça change en fait, systémiquement parlant, individuellement parlant et professionnellement parlant, enfin voilà, à toute échelle. Pour porter ces valeurs-là, c'est pour porter, ouais, ces valeurs-là, comment est-ce que tu milites, concrètement, dans les faits? Concrètement, on va dire que concrètement, j'ai intégré Extinction Rébellion en tant que voilà, mouvement de désobéissance civile non violente il y a maintenant bientôt un an. Avant cela, j'observais, on va dire, de loin tous les mouvements et j'avais une furieuse envie de passer à l'action à ce niveau-là, puisque j'ai un peu, on va dire, à chaque fois, j'ai toujours voulu tout essayer. Plutôt que de parler, voilà, le mieux, c'est en fait d'agir. Et même si c'est un moyen, un levier possible, il y en a une multitude et c'est là où je vais parler de convergence des luttes et des stratégies et des tactiques. C'est voilà, la nécessité de ne pas se limiter à un seul secteur, à une seule façon de militer. Donc il y a cette façon-là. Aussi au niveau professionnel, bien sûr. Bon, le Covid étant, il a fallu que je trouve des portes alternatives, on va dire, pour toucher et aller vers le secteur que je souhaitais. Disons que je suis officiellement réorientée en éco-construction depuis un an. Le chemin a été long, c'est-à-dire que ça fait à peu près une petite dizaine d'années que voilà, je mets sans arrêt en question chaque chose que j'aborde, chaque façon de travailler, chaque façon de voir le monde et les choses à partir d'un certain prisme qu'on nous offre et comment on peut passer, comment on peut retourner cette chose et comment est-ce qu'on peut euh, aborder les choses autrement pour éviter de perpétuer et de faire partie du problème. Donc niveau professionnel, j'essaye de m'engager de plus en plus vers des façons alternatives de construire, puisque enfin, dans la manière dont on construit aujourd'hui, parce que voilà, j'ai un diplôme d'architecte d'intérieur, designer, scénographe. Bon, la partie scénographie un peu mise de côté pour le moment, hein, la culture, on va pas en parler pour répondre à cette question pour le moment. Mais bon, la culture n'est pas du tout respectée alors qu'elle est très utile quand même à notre société. Et on ne parle pas juste
de se changer les idées, de tout ce qui est entertainment, de tout ce qui est activité annexe. Voilà, c'est profondément utile à la société. Et c'est par la culture également qu'on peut faire passer des messages de différentes sortes. Donc, du coup, là, on rejoindrait quand même l'artivisme, donc si c'est quand même assez lié. Mais du coup, voilà, de l'artivisme, on en a aussi chez XR. C'est une des façons dont on a de faire passer un message, puisque voilà, on a autant de personnes que de façons de fonctionner sur cette planète. Et surtout dans un monde occidental où on doit vraiment faire percuter qu'on n'est pas au centre du monde et qu'il faut vraiment qu'on descende d'un cran et qu'on arrête de se laisser avoir euh, par un système qui nous fait croire qu'on est enfin, comment dire, pas essentiel, mais qu'on est les plus importants et que c'est à nous c'est à nous de survivre en écrasant les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Et pour cela, du coup, pour en revenir à cette idée de construction, voilà, je suis dans une coopérative qui est dans sa raison d'être sur un fonctionnement de gouvernance partagée et de co-construire et co-construire sur un modèle voilà, de gouvernance partagée, de, de co-construire et co-construire pour, pour son bien-être dans un environnement sain et dans lequel on le respecte surtout. Donc, il faut respecter son environnement, respecter autrui et se respecter soi-même, du coup, par ces biais-là. Et pour ça, il faut se tourner vers des alternatives qui sont autres que la construction type béton. On artificialise les sols, on construit, bam, il se passe quelque chose. Bon. Et on continue à enrichir le système et l'économie globale telle qu'elle existe actuellement et qui fait pourtant beaucoup de dégâts. Et on va plutôt aller vers une décroissance, vers une comment dire, objection de croissance. C'est un terme que j'ai trouvé chez Frédéric Denis qui a créé une agence qui s'appelle Archipel Zéro et qui est, on va dire, militant dans le domaine de la frugalité heureuse, de l'architecture frugale. Comment il s'appelle? Frédéric Denis, D-E-N-I-S-E. Okay. Il est co-signataire d'un manifeste qui est sorti chez Topographie, non, Topologie ou Topographie, tu vois, voilà. Le manifeste, voilà, il faut juste retrouver peut-être ce lien qui est intéressant et qui a été du coup copartagé par Reporter. Et il y a aussi également, si je peux la nommer, Armelle Dubreuil, qui est architecte et qui est activiste chez Extinction Rébellion Paris et en Finlande, si je ne dis pas de bêtises. En Finlande ou en Suède, enfin, un pays du Nord, et qui est aussi voilà, très engagé sur tout ce qui est déconstruction dans ce système de construction. Voilà, il y a des choses à déconstruire et c'est vers ça qu'on veut tendre. Voilà, je pense que c'est intéressant d'aller se pencher sur les co-signataires de cette tribune, puisqu'il y a plein de gens très intéressants penchés sur la sociologie, sur l'anthropologie, sur voilà, tous ces secteurs qui sont essentiels en fait et intrinsèquement liés les uns aux autres. Il ne faut pas juste dire bon bah voilà, on met les œillères dans ce secteur-là, on va déconstruire. Déconstruire, on fait comment du coup on a un constat global qui est au cours à notre catastrophe à cause de l'activité humaine. Humaine laquelle? Pas à cause de l'activité de certaines ethnies au fin fond de l'Amérique du Sud. Non, à cause de l'activité humaine par une société capitalo-centrée, patriarcale et colonialiste. Voilà, les trois vont ensemble en fait. On ne peut pas les dissocier. Et donc, oui, ça va être des vieux blancs grincheux qui vont voilà, si je peux m'exprimer avec ces termes, qui vont décider de vie ou de mort sur les êtres vivants sans prendre une seule fois en compte tous les enjeux et l'impact de leurs décisions. Donc ça, c'est terrible. Et ça, il faut vraiment que ça s'arrête. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on ne peut pas le faire comme ça. On ne peut pas foncer dans le tas et faire tout éclater puisque ça va avoir des dégâts, et des dégâts vraiment terribles. Donc voilà, il va falloir qu'on y aille et qu'on fasse plutôt une course de fond qu'un sprint en fait. Très belle punchline. Je l'écris et je t'emmène sur la suite.
Alors, OK, donc toi, tu m'as parlé, donc des causes pour lesquelles, tu te bats, la façon dont tu milites, donc à la fois, avec des actions directes qu'à la f et aussi, avec, une réorientation professionnelle, donc avoir un impact, lutter via ton métier. Du coup, il y a eu des transformations dans ta vie. Est-ce que tu peux me raconter à quel point, la lutte a changé ta vie? Tu peux éventuellement me répondre avec une comparaison avant-après. Non, déjà, pour revenir un petit peu, je dis voilà une dizaine d'années, mais ça peut être, enfin, je sais pas à quel moment on place le curseur du changement, puisque c'est des changements qui ont toujours été plus ou moins là. J'ai toujours remis en question ce qui est autour de moi, c'est plus fort que moi, c'est même limite, parfois, ça a été, très, compliqué, que ce soit, au primaire, collège, lycée, enfin, c'était très, très compliqué pour moi de m'intégrer et de rentrer dans les cases et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une richesse de pas réussir à rentrer dans la case justement et d'être un peu conscient de ce qui se passe autour et de se dire mais il y a un truc qui va pas, je sais pas encore quoi. Au départ, c'est ça. Je sais pas encore quoi, mais il y a un truc qui va pas. Et on va dire que je sais pas, le premier film qui m'a marqué il y a 15 ans, et pourtant c'est pas un très bon documentaire, mais bon, à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. C'était An Inconvenient Truth de Al Gore. Et c'était voilà, juste, ça fait très peut-être. Euh, Ça pourrait passer pour quelque chose de très écologie néolibérale aujourd'hui. Faire pipi sous la douche, éteindre la lumière, etc. Bon, c'est des petits gestes. Mais voilà, on est quand même. Faut pas jeter la pierre au colibrisme et voilà, qui est un terme qui qualifie les gestes individuels comme inutiles, alors qu'en fait, justement, on commence par ça. Et après, on fait grossir l'échelle et on se, si je puis dire, radicalise, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la racine du problème. Et je tiens à préciser parce que souvent, ce terme est galvaudé. Mais voilà, se radicaliser, c'est s'attaquer à la racine du problème. On ne peut pas juste dire, bon, ben, je trie mes déchets, alors qu'en fait, c'est passer la serpillière en permanence sur un problème de fuite qui vient du système initial, enfin, voilà, qui vient du problème initial. Donc, du coup, voilà, ça c'était il y a 15 ans. Et aujourd'hui, ce qui a fait que ça a basculé complètement, on va dire que je suis passée vraiment de l'autre côté, c'est mon déménagement donc j'ai quitté Paris et ça, vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Donc, fin 2019, début 2020. Je me suis installée à Bordeaux. Voilà, j'ai eu des petites histoires personnelles qui ont fait que j'ai dû déménager à nouveau. Et quand je me suis retrouvée toute seule, j'ai repris, on va dire, mes bonnes vieilles habitudes. J'ai voulu voilà, rencontrer énormément de personnes ici. J'ai commencé chez les coloreuses de Bordeaux. Et après ça, voilà, j'ai cherché à parler intersectionnalité justement avec ces personnes. J'ai commencé à avoir pas mal d'amis liés à ce milieu militant féministe. Et après, voilà, avec certains et certaines, on voulait intégrer Extinction Rébellion Bordeaux. Moi, ça faisait très longtemps que je voulais passer à l'action, on va dire, militante citoyenne de désobéissance civile. Et c'est comme ça que ça a basculé parce que maintenant, mon entourage très proche, personnel et donc amical, c'est quasiment que des personnes militantes avec la même sensibilité, les mêmes questionnements. Et franchement, en l'espace de 6 mois, 1 an, j'ai rencontré des personnes qui me ressemblent et avec qui je me sens bien, et moi-même surtout. Et avec qui on est voilà, plusieurs individus à s'être sentis complètement en marge, à avoir questionné nos environnements respectifs et à être arrivés aux mêmes conclusions. Donc, c'est pas juste moi qui regarde par mon biais, mon propre prisme. C'est vraiment un ensemble d'individus et c'est vérifiable avec un bon nombre d'articles, de lectures, d'études scientifiques, de spécialistes dont on entend parler aujourd'hui, et même auprès du GIEC qui parle d'intersectionnalité, de l'importance de prendre en compte. Il y a un schéma en particulier chez le GIEC qui prend en compte le genre, le sexe, le milieu d'où l'on vient, le pays, etc. Enfin, ça prend vraiment en compte plusieurs facteurs et tout ça est vraiment intrinsèquement lié au changement climatique et environnementaux en fait. Tu as parlé donc de tes relations amicales et tu as parlé aussi, enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, des symboles qui t'ont mené à.
et l'importance aussi d'avoir des modèles, mais là c'est plus en termes de symboles. Par exemple, tu me parles de ce documentaire. Euh, En fait, c'est un témoignage que je retrouve chez beaucoup de militantes et chez moi aussi, où j'avais ce truc en moi. Je savais que quelque chose clochait. Et puis, il y a eu des symboles. Je les ai suivis parce que j'étais appelée par cette lumière d'une certaine façon. Et en fait, j'ai déconstruit et jusqu'à un moment, et j'ai eu la même chose. D'abord, le colibrisme, l'écologie des éco-gestes, et puis je me suis radicalisée. Donc, je suis allée, je combats à la racine parce que pour moi, c'était pas encore assez le colibrisme, mais ça fait vraiment partie d'un cheminement assez long. Et du coup, je comprends tout à fait ce que tu dis dans le fait de s'entourer de personnes qui ont pas forcément les mêmes parcours, mais en tout cas le même parcours intellectuel, émotionnel par rapport au militantisme, et que ce parcours-là qu'on a en commun crée des liens qui sont très très forts et qui nous amènent aussi à co-créer ensemble. Par exemple, l'idée d'aller chez XR Bordeaux, où tu dis, bah voilà, je suis d'abord allée chez les Coloreuses et ensuite je suis allée chez XR Bordeaux. En fait, c'est ça qui est génial, je trouve, dans l'amitié militante, dans l'amourtier militante, je dirais même, c'est de pouvoir co-construire, alors qu'avant, moi, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir co-construire avec l'environnement que j'avais. Et du coup, j'étais très limitée. Et là, co-construire, c'est voilà, aller à XR Bordeaux, c'est participer au soulèvement de la terre, c'est acheter un terrain et le mettre à disposition de militants. Et à chaque fois, en fait, on se radicalise encore plus. C'est-à-dire que déjà, on est à la racine du problème, mais ensuite, on est à la racine aussi des solutions. Et je pense que c'est important aussi dans la radicalité de se dire, OK, racine du problème, mais racine des solutions. C'est-à-dire, on va déterrer et on crée des nouvelles racines, en fait, voilà, pour créer un nouvel écosystème. Bon, bah super. Euh, alors, donc tu m'as parlé voilà, des impacts sur tes relations, sur ton présent, je dirais. Maintenant, Mhm. j'aimerais bien qu'on se tourne un peu vers l'avenir, ou en tout cas le présent imaginé. Quels ont été les impacts sur tes rêves, sur tes projets de vie? Quand je dis projet de vie, c'est au sens où, par exemple, moi, avant, j'avais certains projets de vie, j'avais certains désirs, et je me suis aperçue que ces désirs et projets de vie avaient été façonnés par ce que j'appelle l'empire. Et, euh, et maintenant, sans que j'ai eu besoin vraiment de le faire, ces rêves et ces désirs, ils se sont déconstruits tout seuls. Et maintenant, il y en a d'autres qui ont émergé. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves, ou en tout cas, en quoi ça résonne chez toi, cette idée-là? Effectivement, je suis partie du colibrisme mais voilà, lié à des problèmes de santé. Je me suis penchée un petit peu plus sur comment mon école d'architecture d'intérieur, mon école d'art m'a, comment dire, saccagée intérieurement. Comment l'éducation m'a complètement... voilà, c'est comme si on essayait de faire rentrer quelque chose au burin dans ton crâne et dans ton être. Et ça, ça a été très dur, parce que plus tu le combats, plus tu le refuses et plus c'est douloureux du coup. Mais en même temps, je pense que c'est bien de passer par là et d'en prendre conscience, puisque après, on apprécie d'autant plus quand on arrive dans un environnement qui est sain et on se dit: ah, c'est donc ça. On commence à toucher quelque chose qui est épanouissant et qui va permettre de multiplier justement avec toi plus d'autres, donner une force multiple et plus impactante autour de toi, et se dire: ok, on a maintenant, on est plusieurs à avoir constaté des choses, on va pouvoir co-construire quelque chose. Et c'est beaucoup plus puissant à plusieurs, bien sûr, que tout seul. Du coup, c'est pour ça que d'un individu, on va en enchaîner plusieurs et on va construire des sociétés alternatives, des environnements alternatifs, tout en gardant en tête que c'est pas ça qui va faire disparaître le problème, et qu'il faut continuer à déconstruire et attaquer le système à la racine pour en installer un nouveau, plus sain. Voilà. Donc oui, ça peut paraître très utopique, mais c'est nécessaire. Et ça paraît utopique puisque, en fait, on nous a vendu, c'est le terme, en fait, on nous a vendu à plusieurs reprises. Là, j'ai vu un reportage édifiant là, ces derniers jours. Ça s'appelle Le siècle du mois. C'était passé, je ne sais pas si c'est passé sur Arte, mais je l'ai trouvé sur Le Partage.
Et voilà, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais voilà, l'idée, c'est vraiment, et ça, c'est ce que je vois même dans mes études, et c'est ce que j'ai fait le lien avec ce que j'avais posté il y a quelques années en me disant, il y a un truc qui ne va pas dans mon métier. J'ai l'impression d'être dans 99 francs. J'ai eu ça dans plusieurs agences. J'ai fait, je vais essayer de pas trop m'éloigner du sujet, mais voilà, j'ai fait 8 agences en 6 ans. Et à chaque fois, je me disais, non, mais voilà, soit je partais, la plupart du temps, c'est moi qui partais. Ça m'est arrivé aussi qu'on me dise gentiment au tout début, voilà, on s'est trompé. Erreur de casting, on n'a pas réussi à te manager. On aurait dû, on ne l'a pas fait, et ben voilà. Et en fait, le truc, c'est que euh, le problème, c'est même pas les entreprises dans lesquelles on travaille, c'est le système de base qui fait que tout est névrosé, tout est pourri jusqu'à la moelle. Et ça, c'est terrible parce qu'on aura beau changer d'entreprise, c'est pas en changeant la façade qu'on va changer ce qui se passe derrière. Et ça en fait, ça paraît gigantesque quand on le voit comme ça, mais une fois qu'on rentre et qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à le constater et qu'on voit qu'il y a des solutions et qu'on peut en mettre en place, voilà. C'est important de prendre conscience et de mettre les mots là-dessus. Oui, tu as parlé, on nous a vendu quelque chose à plusieurs reprises. Ensuite, tu as dit Mhm. le siècle du mois. C'est quoi qu'on t'a vendu à plusieurs reprises? Le siècle du mois, en fait, c'est cette espèce de toute puissance individuelle de l'être humain. J'ai pas envie de dire homme, puisque moi, je me reconnais plus dans ce terme-là. Je pense que quand on commence à se déconstruire, on se rend compte que ça aussi, les mots qu'on choisit et que la société a choisi pour nous, en tant que femme, on se reconnaît pas derrière un terme qui est homme. C'est comme, voilà, je veux dire, je vais pas parler je parle de ce que je connais. Et c'est encore pire si on est une femme racisée. Enfin, voilà, j'en passe. Euh, on est dans une société où, oui, on nous a vendu du rêve, entre guillemets. Si on remonte un petit peu au système, par exemple, le rêve américain, voilà. On a tous été très inspirés par ce système qu'on retrouve aussi dans une série comme Mad Men ou autre. C'est cette espèce de marketing permanent de tout. Tout est marketé, le greenwashing, voilà, les entreprises là, on rejoint un peu ton questionnement initial sur, OK, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment se dépatouiller et se retrouver dans un truc qui est authentique, utile, par rapport à ce qui va être, encore une fois, de l'appropriation de l'écologie pour pouvoir conserver le système. Et ça, on, on, on oublie souvent que notre système a une capacité de résilience. C'est un mot qui est pareil, très galvaudé, que je commence à plus supporter, mais qui est important pour notre système, dans le sens où on a un système capitaliste, patriarcal, colonialiste, qui est hyper résilient et qui fait tout pour rester en place. Donc, ça va demander des décennies pour que ça, pour que ça change, en fait, et pour qu'on arrête, qu'on arrête d'être irresponsable comme ça, en fait, et de courir à notre perte. Et ce ne sera pas juste les degrés qui vont faire que ça change, ça va être juste de pire en pire et le système pourra continuellement s'adapter et cannibaliser tout sur son passage d'une manière terrifiante. Et du coup, en fait, oui, le système nous vend du vent, en fait. Le système nous vend de, de, de la frustration, du toujours plus. On veut toujours plus, on veut toujours gagner plus d'argent, etc. Donc en fait, on est vraiment dans ce système de hiérarchie verticale où on doit gravir les échelons petit à petit dans un sens vraiment toujours vertical en se disant voilà, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez bon, je n'ai pas, je dois passer de euh, euh, N plus 1 N plus 2, enfin tous ces termes-là de milieu entrepreneurial, de cadre supérieur. Enfin, c'est vraiment, c'est pas ça qui va nous rendre heureux et c'est pas ça qui va nous apporter quoi que ce soit, qui va apporter quoi que ce soit au monde dans lequel on vit. Et surtout pas de l'humilité, en fait. Ça va nous ronger de l'intérieur, même sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit combattre en permanence et ça devient, c'est comme toute habitude en fait, quand on commence à s'y pencher, ça devient un automatisme et on arrive à rapidement trier, savoir quand on va au supermarché ou autre, c'est toujours l'enfer quand tu commences à sortir un peu de ce système-là et à te dire bon, comment je fais pour me nourrir, comment je fais pour avoir un toit, comment je fais, voilà, quand on voit les besoins qu'on a au niveau sociétal, à savoir avoir un toit, se nourrir, s'alimenter, boire, etc.
et créer du lien parce qu'on est des animaux sociaux. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont essentielles et qui nous ont été vendues. C'est-à-dire qu'on doit payer pour vivre sur cette planète en tant que, je veux dire, personne dans un système capitaliste. On doit s'enregistrer à la mairie, enfin voilà, on doit payer pour vivre. Et quand on parlait des déclics, j'ai eu ouais, on va dire vraiment un gros déclic quand je suis partie après mes études. J'ai pas eu le droit à un Erasmus parce que voilà, j'étais boursière et je pense que ça a joué aussi le fait d'être dans une école qui est payante. J'ai dû m'endetter. Pour mes 18 ans, je me suis offert un crédit étudiant, super. Et je m'en suis sortie 10 ans après. Et j'avais toujours du coup cette espèce d'épée de Damoclès, mes 5 premières années d'études à rembourser les intérêts et à me dire je peux pas rater en fait. C'est-à-dire que j'ai pas le droit à l'erreur. Si je me foire dans ces études, si je me rate, euh, je dois rembourser un crédit derrière pour des études que je n'aurais pas réussi et pour un diplôme que je n'aurais pas. Donc ça, c'était pour moi, ça a été vraiment une pression terrible, sachant que voilà, j'ai une sensibilité qui est très forte, on va dire, et que dans le milieu, de toute façon, dans le milieu de l'art, de l'architecture et tout, on est très nombreux à être, on va dire, le cliché du créatif très sensible, etc. Et du coup, on nous a, comment dire, je crois que c'est Irénée Vros qui avait parlé de ça dans une de ses stories, parce qu'elle était à Olivier de Serres ou du Perret, je ne sais plus, je crois que c'est la même école, je confonds, mais qui parlait des écoles d'art et qui disait c'est des écoles à détruire de l'humain. Et c'est vrai, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et j'ai mis des années à déconstruire et reconstruire mon éducation, mon parcours scolaire et du coup pré-professionnel. Et professionnel du coup, puisqu'en entreprise, c'était pas mieux, puisque voilà, on ne peut pas estimer que le milieu professionnel soit sain si au préalable, les bases ont été malsaines. Donc voilà, on fait que perpétuer et augmenter le problème. Bah, ouais, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire voilà, quand je te dis c'est quoi l'avant-après, qu'est-ce que tu as déconstruit, reconstruit, il y a vraiment ce mythe du développement personnel, de la toute-puissance individuelle, ce mythe de la méritocratie, euh, dans lequel je me retrouve énormément. J'ai été vachement là-dedans et j'en ai souffert parce que justement, j'avais l'impression de jamais être assez. Et je me souviens, même à l'époque, j'avais vu un coach en développement personnel, David Laroche, qui disait pour progresser dans la vie, imaginez-vous dans 5 ans et du coup, mettez en place un rétro-planning avec des objectifs pour que vous soyez bien à la hauteur de ce que vous devez être dans 5 ans. Il suffit de le vouloir et si vous ne le faites pas, finalement, c'est que vous êtes un peu du caca. Et, et en fait, j'en étais persuadée. J'avais cette croyance qui était vachement inscrite en moi. Et en fait, j'ai déconstruit ça et je me suis dit, mais c'est du bullshit. Et aujourd'hui, je me sens tellement plus heureuse et épanouie en me disant, mais en fait, demain, je serai la même personne qu'aujourd'hui. Et ça se trouve, demain, je serai moins heureuse qu'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et je suis pas dans une croissance, je suis dans une horizontalité en fait. J'essaie de vraiment d'être dans une horizontalité en me disant, bon bah ok, euh, comment mettre des petites plus dans ma vie, mais de façon équilibrée, parce qu'en mettant des petits plus, il y a des petits plus aujourd'hui qui vont partir, et puis c'est ok. Et du coup, ça me fait penser à un psychosociologue qui s'appelle Vincent de Goljac, qui a écrit un livre qui s'appelle La névrose de classe. Et en fait, il expliquait donc, que cette idée d'être transfuge de classe, de passer d'une classe à une autre, c'est quelque chose qui est arrivé avec les 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de développement personnel. Il n'y avait pas ce concept de méritocratie. Parce qu'avant, les classes, il n'y avait pas de transfuge de classe, en fait. Chaque classe était... Alors, c'était pas forcément mieux, hein, mais c'était immuable. C'est-à-dire, c'était comme ça. Il y avait une sorte de fatalité aussi dans la classe sociale dans laquelle on était. Il n'y avait pas cette idée de « Ok, je vais progresser dans ma vie ». C'était « Je me marie, j'ai des enfants. En tout cas, je fais ce que je dois faire dans ma classe et ça s'arrête là ». Alors qu'avec les 30 Glorieuses, il y a vraiment ce truc après-guerre qui est arrivé de comment le développement personnel, quoi. Développement personnel combiné au capitalisme, combiné à la société de consommation, en fait. Mm-mm. Où on a l'accessibilité aux accessoires, on va dire, et aux représentations
physique et de son environnement, donc matérialiste, de OK, si j'ai le dernier frigidaire, la dernière voiture, la dernière maison, nin, 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 dernier petit pavillon en banlieue, ben c'est bon, j'ai monté plusieurs marches et j'arrive à avoir voilà, un lustre qui fait style je suis de la haute bourgeoisie ou je ne sais quoi. Et c'est ce qu'on appelle voilà, le système parvenu. Et dans ma famille, c'est un peu ça. Avec tout le respect que je leur dois, c'est un peu ce qui s'est passé. Le principe de voilà, self-made man, on dit d'ailleurs self-made man, on dit rarement self-made woman, mais aujourd'hui on peut le dire. Mais c'est ce qui s'est passé dans ma famille et moi je le vois auprès de mes parents, cette volonté de voilà, et j'appellerais ça même le syndrome, enfin faire un espèce de syndrome de Stockholm, c'est-à-dire aimer son bourreau. Le développement personnel va appuyer sur ce que tu es en tant qu'individu et c'est de ta faute, alors qu'on oublie complètement les facteurs génétiques, généalogiques, environnementaux, l'influence de l'éducation. Enfin voilà, tout ça influe énormément sur notre propre parcours. Donc c'est impossible que la société n'ait absolument pas d'impact sur ce qu'on est. C'est impossible, voire c'est justement une lutte permanente pour ne pas être influé par ce qui nous entoure. Donc pour ça, on a besoin de créer des bulles de ressources et de recharge de bien-être et de calme et de paix, on va dire, intérieur, pour pouvoir c'est terrible, mais pour pouvoir survivre dans un environnement qui n'est qu'une hallucination collective. Enfin, je veux dire, c'est sans psychophobie aucune, mais c'est, euh, on vit vraiment dans un monde qui n'est pas réel et qui ne représente pas du tout ce que la Terre, entre guillemets, porte. Euh, J'aimerais bien que tu me parles un peu de ces bulles régénératrices et aussi justement du rapport. Tu me dis voilà, qu'avec tes parents, vous avez pas du coup, vous regardez pas le monde sous le même prisme, mais du coup avec des valeurs qui sont plutôt opposées. Comment tu tiens au milieu de tout ça et voilà. Bulle régénératrice, bon, c'est un terme aussi qu'on a chez Extinction Rébellion, culture régénératrice. Après, c'est à cette petite échelle, c'est voilà, quand après une action ou pendant une action, on peut parler à des personnes qui sont, on va dire, appropriées pour, qui se sentent surtout de t'aider à porter avec toi une sorte de petit fardeau que tu t'es mis, de pression, d'anxiété ou autre, parce qu'on reste humain, humaine. Euh, et tous les questionnements que tu as pu te poser lors d'une action ou pour une action, la peur, l'anxiété de savoir qu'est-ce qui va se passer selon le type de l'action. Dans tous les cas, les bulles régénératrices, elles peuvent se retrouver partout. Ça peut être nos proches, ça peut être le fait de, oui, faire le tri dans son entourage, dans le sens où pourquoi rester avec des personnes qui ne nous font pas du bien, même si à la base elles font partie d'un milieu qu'on a connu, d'un milieu du coup scolaire, professionnel ou scolaire au sens collège-lycée ou bien scolaire au sens études supérieures. Et au final, de se dire que ben voilà, tu peux pas forcer les gens à, à venir avec toi et à te rejoindre dans ta façon de voir les choses, euh, même si pour toi ce serait plus sensé, tu ne peux pas leur imposer. Et du coup, le fait que tu veuilles leur montrer tout un tas de choses parce que tu es enthousiaste, voilà, on parlait d'enthousiasme et d'euphorie presque de certains états. Malheureusement, tout le monde n'est pas arrivé à ce stade-là, tout le monde n'a pas eu ces mêmes réflexions-là et n'a pas eu cette même expérience. Parce qu'on a un système qui est très résilient et du coup, on a une résilience au mal-être et à la frustration qui est très grande. Et tant qu'on n'a pas vécu dans un environnement qui est sain, on ne peut pas se rendre compte de ce qui est censé être normal. Et ça fait presque peur, en fait. Et on se dit, est-ce que j'ai le droit de ressentir ça? C'est terrible. Enfin, de se poser la question, est-ce que j'ai le droit d'être bien? Est-ce que j'ai le droit d'avoir une espèce d'apaisement? Donc, c'est vraiment une lutte. Mais plus on sera nombreux à se développer vraiment en nappe d'huile, plus on va réussir à répartir la charge, en fait. Et cette charge va diminuer, diminuer, et on va réussir à basculer les choses. Donc, voilà, ça va prendre du temps. Mais ce qui du coup, fait du bien et qui est nécessaire, c'est de sans arrêt
puisqu'on a une oscillation comme nos émotions, ça va être de s'entraider pour, c'est comme voilà, je vais repartir sur l'idée du couple, même si encore ça, c'est quelque chose qui est très, à prendre avec des pincettes et galvaudé, mais l'idée de voilà, dans n'importe quelle relation, quelle qu'elle soit, il y a toujours une histoire d'équilibre à trouver. Parfois, on va se retrouver, à avoir plus d'énergie que l'autre, ou qu'un tel et du coup, ou qu'une telle et que du coup, on va s'entraider, on va s'aider à porter une charge, à plusieurs pour qu'on tienne la distance, en fait. Génial. Ouais, j'aime beaucoup ce pont qui est fait entre le mycélium, le réseau racinaire et comment en fait faire une sorte de biomimétisme dans notre vie militante et du coup la force du collectif et de porter une charge qui soit donc à la fois se partager le fardeau et se partager les moments de joie en fait. Est-ce que du coup, par rapport à tout ce que tu m'as partagé, tu pourrais me dire quels vont être les moteurs pour tenir l'activisme au long cours? Ça va être de ne pas, se jeter corps et âme, parce que ça, c'est ma spécialité, d'aller à fond dans un truc et de me griller, on va dire, de griller mes cartouches très rapidement. Donc disons que le plus important, c'est de trouver un équilibre. Bien sûr qu'on a besoin de tester les choses pour ça, mais voilà, de trouver un équilibre entre toujours une question de piliers, en fait. Je pense qu'on va parler en termes de piliers dans notre vie. On a l'équilibre avec, voilà, les relations humaines, qu'elles soient amoureuses ou amicales ou autres, ou amour, amical, enfin, je ne sais plus quel était ton terme, mais j'avais bien aimé. Hem, Ensuite, on a, oui, encore la vie professionnelle. Donc, voilà, on a besoin encore d'argent pour vivre, payer un loyer. Si on n'est pas encore indépendant à ce niveau-là, on a encore besoin d'argent pour vivre. Donc, ça, voilà, moi, j'ai une partie de mon chômage, de mes on va dire, différents travails en entreprise en tant que salarié qui font qu'aujourd'hui, je peux être dans une coopérative et mettre mon chômage à profit pour continuer à tenir et moi à développer mon réseau professionnel et être in fine, voilà, d'ici quelques mois, une fois que j'aurai passé cette période-là, je passerai en tant qu'entrepreneur salarié qui est à mi-chemin entre l'auto-entrepreneuriat et le salariat. Et c'est-à-dire que tout est mutualisé et ça, c'est les nouveaux systèmes qui sont à privilégier, comme les systèmes coopératifs. Voilà. Ça, c'est une nouvelle façon aussi on va dire, militer, j'ai envie de dire, professionnellement parlant, puisque ce statut me permettra d'être indépendante et à la fois euh, euh, compter sur la force du collectif pour pouvoir avoir une certaine stabilité. Aussi au niveau activité, bon, les activités, moi je fais de l'escalade je faisais de l'escalade en bloc dans comment dire, un groupe qui s'appelle Arcos, qui est un peu partout en France. Et voilà, ben, c'est fermé. Donc, du coup, une fois de plus, on se dit que ben, financièrement, si on n'a pas ça, ben, on trouve autre chose. On a le vélo, on a la marche, on a la course, des exercices de yoga, d'entraînement à la maison ou autre, et de sortir aussi avec des amis. Je fais un peu de slackline ou autre. J'essaie de m'y mettre, on va dire. Et voilà, ça, c'est des choses importantes de penser à se forcer à sortir, à respirer, aller dehors, se balader et voilà, se recharger. Ça crée une bonne énergie et ça permet de mieux se mettre à nos petites tâches quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et du coup, voilà, l'alimentation joue beaucoup aussi. On a toujours tendance à se focaliser sur le système occidental qui est aller chez le médecin quand ça ne va pas. Mais en fait, dans d'autres pays, comme dans les pays asiatiques, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu vas chez ton médecin, si ton médecin doit te donner quelque chose, c'est qu'il a raté quelque chose. C'est-à-dire que lui, ce qu'il préconise, ça va être prévenir pour mieux guérir. Et en fait, voilà, il faut juste que notre alimentation soit saine pour pouvoir, en s'alimentant mieux, on évite d'aller trop chez le médecin et on se renforce. Mais le problème, c'est que voilà, on touche à la racine d'un problème qui est que des grandes entreprises comme Bayer, Monsanto s'auto-alimentent comme ça et ont rendu très dépendant des, le système agroalimentaire dans tous les pays
voilà, si je puis dire, tout ce qui a été mondialisé, quoi. Tout ce qui a été, l'influence de l'Occident, l'influence du capitalisme occidental, qui s'est diffusé comme ça, qui s'est mondialisé et on devient dépendant, d'un système qui est mortifère. Et là, c'est là où il va falloir, couper petit à petit, chaque veine, toxique pour pouvoir, créer des îlots, d'indépendance et de co-alimentation saine, on va dire. Alimentation dans tous les sens du terme. Moi, depuis que j'ai commencé à faire attention, un peu plus, à m'attaquer à la racine du problème, moi, ça a été la pilule, comme beaucoup de femmes, qui a fait des dégâts, assez fous. Hem Et à force de se poser des questions pareilles, le stérilet et autres, enfin, c'est des choses qu'on remet pas forcément toujours en question, mais qui font que tout ce qu'on ingère, tout ce qui rentre dans notre corps, par le biais de l'alimentation ou des médicaments ou autres, ont forcément un impact sur notre, physique, psychisme et cetera et ça, faut pas le négliger et c'est ce qui peut faire en sorte qu'on se sent mal. J'ai lu moult livres sur, l'alimentation, sur, voilà, le troisième cerveau qui est dans le ventre. Le ventre, c'est aussi les émotions. Donc faut, voilà, essayer d'écouter un peu ce qui se passe, dans notre être pour que, la tête, donc la raison, le cœur, l'intuition et le ventre soient, à peu près, coordonnés et s'auto-alimentent les uns les autres, dans un cercle vertueux. Ouais, enfin, je trouve que tu touches à un sujet qui est hyper important, parce que, enfin, dans tout ce dont on parle, il va y avoir beaucoup d'intellectuels. C'est vraiment, voilà, des constructions, enfin, c'est vraiment le cerveau. On est vraiment dans la raison. Il y a la question de l'intuition aussi, des émotions, mais hem, finalement, ce qui nous a menés là où on est, c'est avoir écouté nos émotions, écouter notre petite voix, l'intuition qui est pour moi de l'intelligence émotionnelle. Hem Et en fait, habiter son esprit, c'est-à-dire que là, il y a vraiment ce truc de on habite son esprit et donc on déconstruit son esprit et on le reconstruit. Mais il y a aussi la question du corps, habiter son corps, réapprendre à habiter son corps. Alors on peut habiter son corps, de façon, dans le militantisme au sens où, on se met on bloque, on met son corps, en action et la façon dont on met son corps en scène, permet, de transmettre des messages. Mais du coup, bah, on a son corps en action et il faut aussi en prendre soin et habiter son corps, ouais, donc réfléchir à, quel est ce milieu dans lequel on habite, en fait. Écoute, pour moi, c'est bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là sur le contenu de ce que tu m'as dit? Oui, quelque chose qui me tient à cœur, qui est important, c'est juste que là, on parle, entre personnes, on va dire, oui, privilégiées. Je suis à la fois privilégiée et j'ai à la fois été dans des galères, mais je le suis encore, mais c'est encore autre chose. C'est vraiment ne pas oublier, le milieu duquel on vient et les chemins parcourus, en fait. Puisque voilà, dans le milieu militantisme, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations précaires, qui ont déjà été dans des situations précaires ou qui viennent de milieux précaires. Et ça, c'est quelque chose aussi à vraiment, vraiment, bousculer. C'est, comment on peut faire pour, voilà, créer une bonne coordination des luttes, une bonne intersectionnalité puisqu'au final, ce qui a souvent été reproché au milieu écolo, classique, on va dire, des mouvements climat, c'est ce côté très, alors, j'entends de tout, hein. C'est le milieu, voilà, bobo, machin, ceux qui sont pro vélo électrique et tout, enfin n'importe quoi. Ça, c'est du greenwashing. Mais effectivement, en toile de fond, on est souvent, des petits blancs, blanches, donc ça, c'est important de voilà, que chacun, on parle aussi de là, on en a parlé ces derniers temps avec, le gouvernement qui continue en roue libre, avec, la mixité, choisie, enfin, c'est des personnes qui sont déjà en mixité choisie, qui se rendent même pas compte à quel point ils sont déjà en mixité choisie, et qui décident que les autres n'ont pas le droit de faire pareil qu'eux. C'est juste au niveau du stade de l'injustice, on atteint des sommets, enfin voilà. Alors que c'est important de voir, voilà, des milieux, safe pour des personnes qui se sentent pas safe en milieu, blanc et qui ont besoin d'être entre personnes racisées, comme des personnes qui ont besoin d'être, entre femmes, et cetera, ou entre minorités de genre. Enfin minorité, puisqu'au final la minorité c'est ce qu'on voit, c'est une fois de plus la partie émergée, alors qu'au final,
c'est la société qui décide, qu'elle soit visible ou non. Donc encore une fois, ça, c'est des choses qui sont, des choses auxquelles je compte m'attaquer et que j'essaie de m'attaquer dans mon milieu. C'est aussi le côté de visibilité et d'invisibilisation, dans la rue, dans le milieu urbain, en architecture, de déconstruire ce côté, esthétisme, de classe, classisme du coup, hem, où tout doit être lisse, blanc, qui a décidé que les murs devaient être comme ci ou comme ça, avoir telle forme, parce que c'est juste un monde industriel pour qui c'est pratique. Ce que tu dis, cet esthétisme de classe, ça me fait penser aux commentaires qui ont été écrits sous mon reportage sur la ZAD du Carnet. Parce que du coup, il y a eu des réactions voilà, ou qui critiquaient les cabanes des Mmh. zadistes en disant ah, ça pue la pisse, c'est sale, ah, mais ils sont en train de faire des cabanes au lieu de construire quelque chose de beau. Du coup, je me détourne de la lutte. Et en fait, on est vraiment dans ce que tu dis, cette question de bah, l'esthétisme, enfin, dans cet esthétisme de classe, c'est pas parce que C'est un recueil un essai, et c'est exactement ça, c'est exactement tout ce que tu dis. Cette espèce de critique, d'esthétisme de classe, et je te conseillerais d'aller voir un peu. Tu peux trouver des exergues très, très intéressantes de Marielle Massey qui connaît la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui parle justement de ça et de, cette espèce de critique sociale. J'ai vu ça aussi sous le post, du manifeste, voilà, Stoppons l'architecture, mortifère, le manifeste qui est sorti, chez, la revue Topophile et Reporter, et j'ai vu, voilà, je vais souvent regarder les commentaires sous des posts ou autres. Ça peut paraître complètement, énergivore ou bien, chronophage, mais c'est intéressant, ça te donne un petit aperçu de l'état d'esprit des gens, en fait, et d'une espèce de bon, même si souvent, comme on dit, les cons se rendent plus souvent visibles que ceux qui ont des choses à dire, mais n'empêche que malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui ont cette espèce d'image de on veut des choses lisses, on veut que les choses soient propres, on veut pas voir la misère, on veut pas voir, qu'il y a des gens qui dorment dans des cabanes, qui sont pas isolées, dans lesquelles ils ont froid et qui sont faites de briquet de broc parce que c'est ce qu'ils ont trouvé sous la main. Donc en fait, tu es en train de critiquer des gens qui ont récupéré tes propres déchets pour en faire autre chose. Est-ce que tu es capable de faire ce qu'ils font? Je crois pas. Donc déjà redescends, et ça c'est vraiment, c'est c'est terrible, et ça me met en colère de voir ça, et donc j'essaie de garder mon calme, mais c'est important de sentir cette colère et de se dire que cette colère peut être saine, et de se dire, enfin, la colère, c'est quoi? C'est le manque de respect, en fait, c'est l'expression du manque de respect, envers des personnes qui n'ont même pas, idée de ce qu'ils disent et de l'indécence, en fait, de leurs propos, puisque eux, ils ont un toit, ils ont, enfin, je veux dire, c'est à nous, personnes privilégiées, de faire l'effort de se bousculer, de se mettre en danger, et c'est la moindre des choses, c'est le minimum syndical requis pour que ça se bouge. Sinon, on le fait pas. On va pas demander à quelqu'un qui galère déjà pour finir le mois à manger des pâtes, pour l'avoir déjà vécu, plusieurs fois, je veux dire, ou pouvoir payer son loyer. Tu peux pas lui demander, d'être beau. demain d'aller, faire ce que tu fais, ou militer, ou d'aller faire une conférence, ou à tel ou tel endroit heu, pour dire aux autres, «Faites ci, faites ça», et c'est effectivement dans ces grandes écoles qu'il faut aller, bousculer et dire: «Redescendez de votre piédestal, remettez-vous à niveau, et en fait, vous devez pouvoir aider ceux qui sont, à un niveau qui est entre guillemets "soi-disant" en dessous, parce qu'ils ont beaucoup à vous apprendre et ils seront jamais aussi prêts, que, que vous à retomber sur leurs pattes». Parce que un truc qu'on m'avait appris justement en volontariat, c'est si tu as pas l'argent, tu as ça. Et si tu as ça et ça, ben, ça suffit en fait. Tu peux faire énormément de choses, et c'est triste, mais il faut se dire que, bah, faut pas négliger ce qu'on appelle, les milieux précaires, puisque c'est ça qui te rend malheureusement, heureusement créatif pour pouvoir survivre, et demain, quand on sera tous logés à la même enseigne, encore que ça va prendre du temps, et qu'une fois de plus, ce seront les premiers de cordée qui vont souffrir, parce que, voilà, on verra même pas, que, les personnes qui s'occupent de la main-d'œuvre des pulls qui nous ont été fabriqués à l'autre bout de la planète, seront les premiers à mourir, et à souffrir du changement climatique et des dommages collatéraux, d'une destruction, enfin, d'un effondrement environnemental. Voilà, c'est la moindre des choses, la moindre décence qu'on a
de ralentir la machine du mieux qu'on peut parce qu'on ne va pas l'arrêter comme ça, c'est clair. D'ici à ce qu'on puisse, basculer, il va en falloir un certain paquet d'années et pour ça, il faut commencer dès maintenant et par tous les leviers qu'on peut. Donc oui, c'est important de, trouver des piliers pour, tenir la cadence, s'entraider et souffler parce on reste humain, quelle que soit notre classe, voilà. On a besoin de s'entraider et d'avoir toujours, cette espèce, d'être en alerte, Ouais, c'est perpétuelle. enfin, ouais, c'est enfin et vraiment cette histoire de, enfin, tenir le marathon du militantisme, c'est vrai que j'avais tendance à la poser de questions individuelles ou collectivement, mais c'est vrai aussi, c'est comment on crée des espaces quand on est privilégié pour que des personnes qui le sont moins, puissent tenir de la même façon qu'on tient Mmh. et du coup, ouais, ça me fait vraiment penser, quand je faisais mon tour, des alternatives et que du coup, j'avais plus de chez moi. Hem, J'étais vraiment en angoisse, de plus avoir de chez moi. Enfin, c'est quelque chose qui m'a lidée, enfin, de façon un peu péjorative parce que du coup, j'ai été beaucoup plus, vulnérable, beaucoup plus malléable, Mmh. à des personnes qui étaient plus stables et c'est vrai que je me disais très sou et j'ai nourri beaucoup plus d'un sentiment d'injustice, parce que je me disais: «Ah mais c'est injuste qu'il y en ait qui aient, l'appart de papa et maman pour pouvoir se reposer et pas moi. C'est injuste qu'il y en a qui héritent, c'est injuste qu'il y en a qui aient le chômage alors que moi j'ai rien». Et du coup, enfin, ça crée vraiment des frustrations, des fois où je me disais: «Mais enfin, faut que je me calme» et en même temps, je me disais: «Mais pourquoi il faudrait pas créer, des lieux, pas comme des squats quoi, mais sauf que ça soit qu'ils soient pas, forcément, enfin ouais, des lieux où des militants précaires puissent, continuer à militer et sans avoir à se poser la question de où je dors et comment je mange. Et là, le covid a vraiment, creusé l'écart vraiment là-dessus et on voit à quel point le système, a enrichi les plus riches et appauvri les plus pauvres, quoi. Et donc nous, on est entre les 2, à être écartelés, en fait, entre ces 2, on va dire, grosses classes, heu et à faire le grand écart, et à se dire: «OK, j'appartiens pas à ça là-haut, mais je suis plus proche de ça en bas et comment je fais pour faire le lien et pour faire en sorte que l'un puisse, remonter et être, puisse avoir une vie digne et que l'autre redescende drastiquement pour pouvoir partager ses richesses et voilà, mais tant qu'on sera dans un système avec une monnaie, détenue par les plus riches et un système vertical, on nourrira toujours le problème, quoi. Et du coup, c'est ça il faut créer des alternatives, bousculer les imaginaires et être de plus en plus nombreux à tisser des réseaux, de résilience, enfin, de résilience, j'aime pas ce terme, de résistance et de, développement, en co-construction. Ouais, Mycélium. mycélium. Bah, merci ma petite Malex, c'était trop bien. Hem, du coup, est-ce que tu peux me dire un peu ton ressenti là par rapport, à notre échange? Voilà, petite déclusion, après tout ça. Ben, écoute, c'était cool. J'espère que j'étais assez, complète, que je suis pas partie trop loin. En même temps, tout est lié, donc du coup, on est un peu obligé de partir un peu dans tous les sens pour servir le propos et qu'on comprenne bien le contexte. J'espère que j'ai abordé les sujets importants. Bien sûr que voilà, on n'a pas parlé, enfin voilà, l'intersectionnalité au global, tout ça, c'est des sujets, qu'il faut développer et qu'on peut pas développer en une seule conversation, donc mais toi, tu sais, de toute façon, tu me connais, tu pourras compléter s'il y a des choses à compléter et dans tous les cas, je pense que, ouais, c'est important de parler d'inégalité surtout et que c'est ça qu'il faut, hem, aplanir quoi, heu et rectifier. Trop bien. C'est marrant, bah, du coup, le la première réaction que tu as, c'est: «Est-ce que j'ai fait assez bien? Est-ce que» Complexe. non, non, c'était parfait, franchement, c'était parfait, c'est, hyper riche. Moi, enfin, ça me grandit énormément, là, tout ce qu'on se partage et ouais, j'ai hâte, bah, de fusionner avec, les autres témoignages et de pouvoir, ouais, faire émerger, les idées phares
ouais, et de pouvoir transmettre ça. Et je pense que ouais, les échanges qu'on a, c'est des échanges pour moi qui sont... alors ok, c'est oui, peut-être c'est vrai que c'est beaucoup d'intellect, mais ça nous permet d'avancer, de donner du sens et ensuite de passer à l'action. Donc c'est fondamental, quoi.